Alors, on va peut-être commencer et dire quelques mots pour présenter cette table ronde. Il faut d'abord se présenter. Je m'appelle Damien. Magda, enchantée. Julien, enchanté. Et Eva. Voilà, on va faire un petit tour de table justement pour dire quelques mots sur ce qu'on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là. Je voudrais simplement dire quelques mots aussi sur cette table ronde. Alors, on a essayé d'arranger la foule pour un petit peu justement faire venir du public et vous proposer ici pendant une petite demi-heure une sorte de conversation, on va dire, autour de cet art queer, genre et art, ou du moins toutes ces questions qui évidemment se sont posées depuis plus d'une quarantaine d'années autour des pratiques artistiques et des relations que ces pratiques entretiennent avec la sexualité, avec le genre, avec le féminin, le masculin, les identités minoritaires, les identités multiples. On va évidemment essayer d'envisager ces différentes questions durant cette demi-heure et ce qu'on va surtout faire, c'est d'essayer de donner quelques éléments pour évidemment aussi vous faire participer et espérer à l'issue de cette demi-heure que vous puissiez avoir peut-être des questions et justement qu'on puisse aussi engager une conversation tous ensemble. Alors, un mot justement sur chacun d'entre nous. Donc, moi je m'appelle Damien, j'enseigne à l'université de Lyon 2. Je te laisse te présenter. Moi je m'appelle Magda, c'est aussi mon nom de scène. Je fais de la musique, donc voilà pourquoi je suis là. Et moi c'est Julien, je suis curateur, programmateur, et voilà. Et moi c'est Eva et je suis photographe. Voilà, merci. Alors, avant de vous donner la parole et un petit peu d'engager la conversation, je voudrais dire quelques mots sur ces réflexions qu'aujourd'hui nous avons justement voulu vous proposer autour de cet art queer, ne serait-ce que le terme de queer qui pour certains nous est familier, d'autres n'est pas du tout. Alors c'est un terme évidemment un mot anglais, je dirais quelques mots pour l'introduire et puis surtout voir comment il est apparu et qu'est-ce qu'aujourd'hui peut-on retenir de cette expression queer. Le premier mot, déjà la définition, ce qui est intéressant de voir, c'est que le terme queer en anglais est une forme d'insulte, une forme de dépréciation. Quand on parle de quelqu'un, he or she is queer, on dit souvent qu'elle est étrange, qu'elle est bizarre. C'est un petit peu les premiers termes qu'on a retenus quand on a voulu définir le queer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de nombreux artistes, de nombreux théoriciens, dans les années 1990, se sont réappropriés ce terme pour justement tenter en quelque sorte de retourner l'insulte dont ils étaient l'objet, et ont voulu se réapproprier ce terme pour pouvoir, en quelque sorte, justement, à la fois le nourrir de différentes réflexions, c'est la partie théorique, mais aussi engager ce terme dans un contexte beaucoup plus activiste, beaucoup plus politique. Et je dirais qu'un des premiers enjeux de ces rapports entre pratiques artistiques et, on va dire, les questions, le champ queer, c'est de voir comment le politique et l'art peuvent se marier, peuvent justement cohabiter, peuvent être développés ensemble, ou comment des fois justement l'art n'est pas forcément lié au queer et des fois rentre un petit peu en opposition. Ça c'est une des premières questions, comment arriver à comprendre un art qui est peut-être activiste et un activisme queer. Le deuxième point que je trouve important de juste rappeler en termes de préambule, pour introduire un peu notre discussion, c'est de voir que dans ces années 90, il y a eu plusieurs champs qui sont investis justement de ce terme queer. Le premier, c'est avant tout de l'activisme, c'est-à-dire avant tout les différentes associations qui, dans les années 90, marquées par l'épidémie du sida, ont souhaité relancer en quelque sorte le mouvement politique gay et lesbien, et ont souhaité justement réinventer ce terme en se réinventant eux-mêmes. Vous avez justement Queer Union, Planet Queer, ces différents mouvements qui, surtout dans le contexte anglo-saxon, aux États-Unis, se sont réappropriés ce terme et ont voulu en quelque sorte relancer, je l'ai dit, ce contexte et cette dimension politique dans un contexte très particulier, un contexte sanitaire terrible et surtout justement un contexte social qui rejetait, qui n'acceptait pas ces formes de politique et surtout rejetait totalement les revendications sous-jacentes. L'autre point important, c'est de voir que ce contexte activiste va être lié à la fois au cinéma. Il va y avoir tout un nouveau genre du queer cinéma qui va permettre de donner une autre image aux communautés gays et lesbiennes, non pas une image lissée, acceptable de l'identité, mais au contraire une image un peu plus subversive. Et le dernier champ, c'est le champ théorique. C'est-à-dire qu'il y aura de nombreux théoriciens, théoriciennes surtout.
Judith Butler, Teresa de Lauretis et d'autres théoriciennes qui vont réutiliser ce terme et qui vont justement essayer de repenser en particulier le corps, la performance, à l'aune non plus des sexualités, mais du genre. Et d'un genre qui n'est plus uniquement masculin ou féminin, mais d'un genre qui peut changer de l'un à l'autre et qui peut rentrer dans un contexte beaucoup plus de fluidité des genres. Alors ça, c'est un petit peu les quelques termes, j'espère qu'on va justement aborder aujourd'hui. Mais la question, c'est de savoir maintenant, on est en 2018, quid du queer? Qu'en est-il des pratiques queer et des pratiques artistiques? C'est une question que je voudrais vous poser à tous les trois, et c'est une question qui se pose puisqu'en fait, quasiment après plus de quasiment 30 ans de développement des théories queer, on réutilise ce terme, un terme qui n'est pas forcément familier de tout le monde, et un terme qui engage de nombreuses définitions. La question que je vous pose, c'est de savoir, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire que être queer ou avoir une pratique queer en 2018? Je passe la parole à l'extrême droite. Alors, quid du queer? Être artiste queer, c'est vouloir montrer certaines choses qu'on ne voit pas toujours dans les médias communs, enfin, dans la généralité, à la télé, dans les magazines, voilà. C'est montrer une réalité en fait qu'on ne montre pas en général, quoi. Et dans ta pratique en particulier, comment tu arrives à donner cette visibilité à des choses qu'on ne voit pas? Et ben, dans la photo, ça passe surtout par le choix des modèles. C'est vraiment les personnes qu'on va mettre en valeur et montrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment essayer de changer les représentations et sortir de ce schéma très binaire où on va montrer des femmes féminines, des hommes très virils, etc. C'est montrer aussi des personnes qui sont très très peu visibilisées, et notamment les personnes transgenres, voilà, et parler ouvertement de certains sujets, montrer des personnes queer avec des sexualités différentes qui ne sont pas forcément hétérosexuelles et en parler de manière libre. Alors on peut le voir tout de suite, je pense que le terme de queer c'est vraiment une sorte de grand parapluie où on met beaucoup de choses à l'intérieur, en dessous plus ou moins, et c'est vrai que c'est quelque chose qui recoupe différentes réflexions. De ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire sur une pratique queer? La tienne? Ou pas? Alors, désolée, je m'excuse déjà, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Donc. Et en plus, je ne suis pas française. Donc, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, c'est parce que pour un moment, j'ai dit de la merde. Donc, vraiment, des fois, je vois un mot pour un autre. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi avant de venir, donc je vais inventer ma réponse. Pour moi, être queer, je n'ai pas réfléchi beaucoup. C'est quelque chose qu'on m'a collé dessus parce que je faisais un peu des choses pas trop canoniques, si on peut dire. Et j'ai l'impression en fait que juste en faisant ce que je veux faire, on me dit que c'est un peu bizarre. Et ça m'intéressait beaucoup ta prémisse sur les mouvements queer, etc. Parce que la première fois que j'ai retrouvé ce mot dans ma vie, c'était à un cours de linguistique en anglais. Là où en fait on a vu que queer ça vient de l'ancien germanique, transformance germanique queer, qui veut dire un peu déviant, mais physiquement. Enfin, comme par exemple un bâton ne peut pas être droit, mais par exemple déviant oblique. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, si on sort du champ physique de l'obliquité, et on l'applique à ce qui est de l'ordre philosophique ou des idées, etc., on voit bien qu'on est oblique, on n'est pas droit par rapport à quelque chose qui est droit. Donc en fait, pour moi, être queer, c'est tout simplement sortir de la norme. Et à ce moment-là, il faut identifier une norme. Des normes, il y en a beaucoup, ça dépend des lieux, des endroits, des temps. Et du coup, queer, pour moi, c'est pas quelque chose qui est visible comme, je ne sais pas, des paillettes, ou c'est tout simplement contextualisé dans un endroit et dans un temps, ce qui sort un peu des schémas battus. Mais est-ce que ça veut dire que ça serait être au-delà ou à côté des normes, par exemple musicales, de ton côté?
Non, enfin, pas que. À mon avis, enfin, être queer, c'est vraiment de la subversion. Voilà. Et moi, musicalement, je pense que j'ai fait de la subversion dans le sens qu'on me dit que j'ai fait de la subversion, parce que c'est pas mon intérêt de faire ça. Mais quand je mets quand je fais par exemple un DJ7 et je mets un certain style musical qui se rapproche du métal, etc. Et après j'enchaîne un Britney Spears, les gens ils sont ah, c'est bizarre. Et du coup je me suis dit bah il y a des personnes qui n'apprécient pas, normalement les gens qui sont plus canoniques, qui vont écouter de la techno, qui vont écouter de la house, qui vont écouter des styles, etc. Et il y a une autre catégorie de gens qui apprécient. Et je ne sais pas pourquoi, bah, c'est des gens qui sont plus ouverts l'esprit, qui aiment bien mélanger des choses et qui sont queer. Donc au final, je me retrouve là-dedans, je me plais là-dedans et bah, j'adopte le truc. Et au final, ça me correspond. Je trouve ça très drôle parce que justement, l'une des définitions du queer qu'on peut retrouver à d'autres périodes, c'est cette dimension hybride. Cette hybridité, ce mélange des formes, ce mélange des genres, voire cette confusion des genres qu'on peut retrouver à d'autres périodes plus historiques. Et ça, je trouve ça intéressant justement de voir qu'aussi il y a des différentes manières d'hybridiser les genres, ou d'hybridiser les genres en quelque sorte, à travers différentes pratiques artistiques, photos, musique. Julien, qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, dans ton contexte plus de curatorial et différentes pratiques peut-être de performance, de comment on peut envisager justement cette dimension queer? Moi, j'ai plutôt tendance à envisager le queer comme un triptyque qui est à la fois une identité queer, qui navigue entre la binarité du genre ou s'en échappe complètement. C'est pour ça que je ne dis pas que mon travail est queer parce que je ne suis pas queer, je suis un PD6 classique. Après, je l'envisage aussi sur un aspect politique qui est profondément intersectionnel, qui questionne la classe, la race, le genre et toutes ces autres questions. Et ensuite, pour terminer, un aspect théorique qui envisage le genre comme une construction et comme une performativité. Et voilà, donc j'envisage tout ça là-dedans. Moi, mon travail aujourd'hui se situe plus sur la question des luttes, et donc en fait, surtout sur les luttes queer, LGBT, féministes. Voilà. Alors ça, c'est la grande question, effectivement, tu dis dès le début, en fait, est-ce que pratiquer un art qui, pour certains, va être un art queer, c'est être soi-même queer, hein, ça c'est un grand débat aussi de toute l'histoire. Est-ce que soi-même on incarne ce qu'on fait? Est-ce que pour vous toutes, vous deux aussi, vous avez l'impression, à chaque fois tu as l'impression que tu subis le mot queer sans le vouloir? Est-ce qu'il y a aussi une identité, Julien par en parler justement, une identité queer que toi-même tu ressens et toi aussi c'est difficile à dire parce que comme tu disais, ça regroupe, c'est un parapluie qui regroupe énormément de choses. Et c'est vrai que parfois même au sein d'une communauté queer, on va parfois te dire ah bah non mais toi t'es pas assez queer ou voilà. Et puis il y a aussi ce souci de légitimité que souvent on a du mal à faire certaines choses en se disant est-ce que je peux parler de ce sujet sans l'être moi-même. Donc mais je pense pas qu'il faille être quelque chose pour en parler, au contraire. Quand on a la possibilité de parler, d'avoir une visibilité ou de dire certaines choses, il vaut mieux élargir et en faire profiter le maximum de personnes, quoi. Parler de maximum de luttes. Moi, je ne saurais pas. À propos de l'identité, par exemple, j'ai aussi posé souvent la question est-ce que je suis une personne queer parce que je me sens une personne subversive des normes, etc. En fait, justement, ce que tu disais à propos de est-ce qu'on n'est pas assez queer et tout ça. Queer, c'est tout sauf une étiquette. Le mot, il a été utilisé pour justement sortir de tout ce qui était étiquette. Si on arrive aujourd'hui à commencer à utiliser ce mot comme si c'était une étiquette, ça n'a aucun sens. Donc au final, moi je dis, je suis queer, j'ai l'air d'une femme cis, je suis une femme cis, si vous voulez, ça me va. Rappelez ce que c'est cis. Cis, c'est quand ton apparence correspond à ton sexe, c'est ça? Ouais, à ton sexe assigné. Et du coup, voilà, quand ton apparence physique est correspondante à ton sexe biologique. Voilà. Alors c'était quelque chose d'assez important que tu disais, Julien, c'est dès le début, en tout cas, se situer.
dès le début tu t'es situé, et ça c'est aussi quelque chose qui fait partie des sortes de réflexes queer, c'est-à-dire de dire d'où l'on vient. C'est une sorte de grand réflexe des années 70 dans les contextes politiques de 1968. On était maoïste, on était anarchiste, mais à chaque fois on situait d'où venait notre parole. Et ça c'est quelque chose qui est assez important, je pense aussi, et qu'on retrouve très fréquemment, et qui d'ailleurs est assez peu posé, j'ai l'impression, par les artistes. Les artistes se disent juste « je suis artiste », c'est pas plus. Là c'est notre question. Le deuxième point qui se nous, si Julien, je voulais te poser la question sur cette dimension d'intersectionnalité, qui est un terme un peu barbare, une sorte d'anglicisme en fait, intersectionality en anglais, qui vient vraiment des études sociologiques et qui essaie de montrer qu'il y a évidemment des effets de domination à différentes échelles, des dominations sociales, des dominations de genre, des dominations raciales, et qu'en fait il peut y avoir une sorte de convergence, on voit vraiment cette dimension politique, de convergence des luttes ou de convergence des réflexions dans une pratique beaucoup plus précise. Est-ce que tu as justement des exemples d'artistes ou de personnes qui t'ont vraiment marqué et qui croisent ces différentes réflexions et qui sont porteurs de cette intersectionnalité? Paul Vaeke, par exemple, qui est performeur, qui est noir, gay, qui travaille énormément sur ces questions-là, sur les questions de domination. Peut-être tu me dirais un mot sur son travail, pour tout le monde, qu'est-ce qu'il fait comme type de performance? Il travaille principalement sur les danses tribales, on peut dire ça comme ça, qui caricature à l'excès pour montrer à quel point en fait, leur image est fantasmée et réappropriée par les publics dominants. C'est une vraie question qui se pose, vous voyez qu'on est ici dans un contexte ultra white. Il faut toujours évidemment être sensible à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une lutte, ou du moins qu'une dimension sexuelle ou de genre, mais qu'il y a aussi différentes formes d'oppression, de domination qui doivent être intégrées. Vous pouvez rester, mesdames, allez-y, restez avec nous, restez avec nous. Et on parle de choses extraordinaires, je vous assure. On est tous ensemble en train de parler d'art. Oui, ça vous intéresse? Vous allez revenir avec des pierres, c'est ça? Vous allez voir d'abord. Alors à tout de suite. Alors, le troisième point, rappelle-moi, tu parlais à la fois de se situer, d'être dans des pratiques intersectionnelles et d'être dans une théorie queer. Ouais, c'est comme ça que j'envisage les choses pour moi qui sont queer, c'est les gens qui s'identifient comme queer, les politiques queer qui sont vraiment intersectionnelles, je pense par exemple au bar Mother and Daughter qui faisait partie d'un projet Futuriste Female à Bruxelles et qui était en fait à l'entrée du bar, il y avait un texte qui expliquait qu'est-ce que cet endroit-là et qui expliquait qu'aujourd'hui en Belgique, quand on est femme, quand on est homosexuel, quand on est racisé, il y a un gap de plus ou moins 30% de salaire en moins par rapport à la moyenne nationale, et donc en fait que les boissons sont 30% moins chères pour ces gens-là. C'est une chose qui me semble politiquement hyper efficace. Et ensuite, je parlais de théorie. Et alors, sur la théorie queer, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui permettrait de nourrir un petit peu nos réflexions? En tout cas, des choses qui sont à la fois peut-être historiques, qui sont apparues dans les années 90 et qui sont encore d'actualité. Je parle de Butler. Comme tu veux. Choisis celui ou celle que tu veux. Qui t'intéresse, qui te passionne actuellement. Butler, je pense que ce qui m'a intéressé, c'est en fait, que je fais partie des gens qui ont eu une fausse lecture de Butler qui s'est réajustée avec les années, où ce que je trouvais intéressant dans Butler, parce que c'était la lecture que j'ai lue à ce moment-là, c'était que le genre en tant qu'acte performatif faisait qu'en fait on pouvait se réinventer, il y avait cet aspect créatif dans le genre que je trouvais complètement fascinant de se dire je ne suis plus limité simplement à ce rôle assigné, surtout que moi je viens d'Ardèche, une petite ville d'Ardèche où j'étais vraiment assigné à être une personne particulière, et là d'un coup c'était un univers qui s'ouvrait, et finalement c'était une mauvaise lecture que beaucoup, je suis vraiment pas le seul à avoir eu, qui finalement en fait il y avait tout cet aspect de résilience, et qu'en fait se situer à travers ce prisme de masculin-féminin était aussi un moyen de résister à la douleur du monde contemporain. Et voilà. Et alors, quelle est ta nouvelle lecture de Butler? C'est ça, c'est sur la résilience. Ah d'accord, sur la résilience. Mais effectivement, alors juste pour un mot, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas Butler, Judith Butler, c'est une philosophe américaine
qui a été une des premières pionnières justement de ces théories queer au tout début des années 90. Son ouvrage phare, c'était Trouble in Gender, le trouble dans le genre, et qui présentait justement une manière de concevoir le genre qui n'était, comme j'ai dit tout à l'heure, pas assigné à une identité ou du moins à un sexe biologique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement beaucoup de lectures un peu erronées ont montré que potentiellement on pouvait, comme une sorte de libre arbitre, pouvoir choisir effectivement le genre que l'on voulait endosser. Ce qui est très intéressant, c'est ce que tu dis justement tout à l'heure, c'est que ce type de mauvaise réappropriation d'une théorie a été le résultat de terribles incompréhensions, et en particulier dernièrement avec sa fameuse théorie du genre, qui a été une sorte d'arme politique conservatrice en France lors de le vote du mariage pour tous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en tout cas les conservateurs en France se sont dit, puisque vous pouvez choisir qui vous voulez être, il n'y a plus du tout de normes, et donc il y a une certaine autonomie qui dépasse la simple autonomie politique et qui peut être une autonomie risquée pour la société. Et là, effectivement, c'est une compréhension un peu biaisée, finalement, de cette théorie du genre qu'avait développée Butler. Butler disait simplement qu'en fait, la norme, comme tu l'as dit, était vraiment directement liée aussi à une sorte d'acte politique, un acte performatif, c'est-à-dire, sur votre carte d'identité, on vous assigne le masculin ou le féminin en fonction de votre identité, votre sexe biologique. Et donc, à partir de là, cette assignation doit être, ou peut être remise en cause. Est-ce que, justement, pour vous deux, ne serait-ce que dans tes photos, toi, est-ce que ce rapport que tu peux avoir avec certains modèles, justement, des personnes qui sont en réassignation d'identité, comment le vivent-elles quand toi tu poses un regard sur elles? Quel est le rapport que tu peux décrire avec ces personnes qui sont plutôt des amis ou des personnes que tu connais en particulier? Ça peut être des amis, après ça peut être des personnes que je rencontre justement dans un cadre, sans les connaître et chercher à montrer quelque chose de particulier. Le regard que je porte sur eux, c'est vraiment, en fait, dans mon travail, il y a vraiment une relation intime avec le modèle. Il ne s'agit pas de montrer des gens, de dire bah tiens mets-toi là, ok bah c'est super, donc toi tu représentes tel genre ou telle chose. C'est vraiment un échange avec la personne et il y a vraiment une part de, comment dire, la personne choisit vraiment aussi ce qu'elle veut montrer, c'est-à-dire que sur le résultat des photos, elle va avoir la main, et parce que c'est très important qu'elle choisisse justement le résultat, quoi, et la représentation qu'elle aura. Des fois, des résultats qui ne sont pas forcément ceux que tu souhaitais? Ça c'est très rarement arrivé parce que déjà dans la construction des images, dans le choix, je sais pas, du fond, le choix des lumières, le choix des poses, c'est déjà un travail qu'on fait ensemble. Donc il y a rarement de surprises. Après, ça peut être vraiment quelque chose qui ne plaît pas au niveau de l'expression, mais sinon c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble. Il y a vraiment, j'essaye d'éviter au maximum d'objectifier les gens en disant bah voilà, toi tu vas représenter cette étiquette justement, et comme il faut parler de toi, on va te montrer. C'est pas le but. Est-ce qu'il y a des modèles justement où ça a été très compliqué de pouvoir créer un environnement agréable? Pas forcément, parce que avant de faire des photos, il y a déjà un échange avec la personne, une discussion. On discute vraiment du projet, dans quel but c'est fait, dans quel média ça va sortir. Et à partir de là, de par cet échange, on va vraiment choisir tous les éléments, quoi. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de suivre des personnes sur une longue durée? Pas encore. J'aimerais bien. Ça commence. Mais c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un travail vraiment sur la longueur. Il y a tellement de sujets dont on veut parler que parfois, voilà, on ne peut pas tout faire. Mais mon travail est encore assez jeune, on va dire. Donc peut-être on va en reparler dans quelques années. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de transformation, transformation d'identité et une profondeur temporelle qui est toujours intéressante à questionner de ce point de vue-là. Alors d'un point de vue musical, c'est un petit peu la sorte de grand écart que j'aimerais faire. D'un point de vue musical, tu disais justement qu'il y avait une dimension aussi
sorte de mash-up, c'est-à-dire de mélange entre les styles. Après, il y a aussi évidemment le public, que tu vois ou que tu ne vois pas. C'est une question que je me suis toujours posée. Souvent, je sais déjà à l'avance qui va y être parce que c'est des soirées qui sont quand même connotées pour un certain style de musique. Donc, je sais déjà que ce sera des ados blancs, mâles, ou que ce sera un soirée transgenre, ce sera des gens de toutes les couleurs et super bien habillés. Mais c'est par rapport à ça aussi que je dois adapter un peu ce que je fais parce que je ne peux pas tout le temps passer ce que je veux, quand je veux. Je dois un minimum respecter les gens qui sont arrivés, qui ont payé pour écouter du dubstep. Je ne peux pas leur placer Christina Aguilera comme ça. Alors que tu aimerais tellement. Alors que j'aimerais tellement. Mais moi, je considère ça quelque chose de beau, alors que je sais que ça ne rencontre pas les attentes du public. Enfin, je sais quand il faut jouer avec et quand il faut rester un peu sur les rails. Et ça le fait. Mais après, concernant toute cette discussion sur le queer, pour moi, la chose la plus évidente dans la musique que je fais, c'est que comme j'ai produit de la musique et je fais mes propres chansons avec mes propres lyrics, c'est surtout dans les paroles que je retrouve un peu un esprit carrément queer, parce que j'aime bien un peu être gênante dans ce que je dis et de dire des choses qui sont pas très acceptées dans la musique pop. Je sais pas, je viens d'écrire une chanson sur les douches dorées par exemple. Les douches dorées? Oui. Les golden shower? Ouais. Alors peut-être peux-tu nous expliquer, ceux qui ne connaissent pas? C'est juste la pratique de se faire pipi dessus, c'est drôle, c'est rigolo, voilà. Oui, alors il y a d'autres dimensions, que c'est vraiment drôle. Ouais. Et là, c'est notre quoi cette chanson, en avant-première, peut-être les deux premières paroles? Non, en fait, c'est plus une mise en abîme où on parle d'une pluie d'or comme si c'était une pluie d'argent, comme si j'étais quelqu'un qui était là pour make it rain, etc. Mais en fait, on parle de pisse. Et moi, je trouve très drôle ça, et du coup, je le fais. Ça rentre un peu dans tout ce qui est la provocation, dans tout ce qui est le jeu avec le monde, dans tout ce qui est ambiguïté. Moi, je considère ça carrément queer. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là que j'ai des actions. Un peu, voilà. C'est vrai que le monde, en général, c'est un peu une évidence ce que je vais dire, mais c'est que le monde de la nuit est un lieu justement profondément marqué par une certaine fluidité des rapports aux autres et aux genres, une sorte de, je dis un terme un peu savant, une sorte d'hétérotopie, comme disait Foucault, c'est-à-dire un espace qui évidemment s'invente à mesure, à fur et à mesure qu'il se fait, qu'il se produit, et qui aussi est le lieu de toutes les rencontres, de tous les possibles. Oui, mais si je peux donner ma vision des choses, après des années et des années à aller en soirée, et à plusieurs types de soirées parce que j'aime bien plusieurs types de musique, en fait, c'est toujours la même soupe. Tu sais exactement qui il va y avoir et comment ça va être. Je sais que par exemple, en soirée techno ou dubstep, je connais le public, je sais que si je traîne 10 minutes toute seule dans la foule, je vais me faire larguer, c'est un sourire. Cet espace de liberté, au final, il est quand même très normé. Et il y a quand même des choses. Et ce qui m'a par exemple fait plaisir en allant en Angleterre faire soirée, c'est un gros cliché aussi, mais c'est que les hommes ne draguent pas et ce sont les femmes qui vont chercher les hommes. J'ai pensé, ouais, c'est le cliché, mais en fait c'est vrai. Je suis allée là-bas et j'ai vu ça et ça m'a fait plaisir parce que pour une fois il y avait quelque chose qui changeait dans les soirées. Mais alors est-ce que c'est toi en tant que DJ qui crée ce genre de. Ou en général? Non, je pense que. Pour moi, être un artiste, ça veut dire que tu fais ton truc et tu trouves le plaisir dans ce que tu fais, tu essaies d'être original, mais au final, tu arrives quand même dans des réalités qui sont déjà là, dans des réalités qui sont aussi un marché parce que tu joues, tu te fais payer, il y a toute une industrie qui a derrière, qui a des règles, qui a un public, qui a des normes, qui a des modes, qui a des mouvances, tu dois t'insérer là-dedans et espérer que ça marche. Essayer de changer les normes d'un espace, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Je pense par exemple à la dernière exposition qu'on a fait avec le collectif WOW, où en fait lors de la soirée de clôture, on avait mis en place un grand rectangle au milieu de la scène qui était un espace qui était un caïnodrome en fait, où les gens étaient invités à rentrer à l'intérieur pour se faire des câlins. Et c'était
réinventer en fait, la structure et les possibilités qu'offre l'endroit. Je pense que, ouais, on est. Déjà, l'espace tel qu'il est aménagé dans la ville, il est extrêmement masculin. Et en fait, détourner ces outils pour en faire d'autres, oui, on peut appeler ça coloniser l'espace si tu veux. Oui. Mais par exemple, je sais que tu es aussi sensible évidemment à d'autres espaces, des espaces de la nuit, mais des espaces aussi alternatifs. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir des rapports, enfin je pense qu'il doit y en avoir, entre cet espace qui est un espace quand même assez normé, l'espace de l'exposition, et des espaces type ce que tu as fait la semaine dernière par exemple? Tu peux en parler si tu veux. Oui, je vais en parler. Des espaces d'échange qui sont au-delà justement du simple. En fait, la semaine dernière j'étais au Radical Furries, qui sont un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 90, fin des années 80, et en gros on est entre LGBTQI, en pleine forêt, à réinventer un peu le monde, et à vivre complètement d'autogestion. Est-ce que... en fait, tu vois, le Calidodrome, par exemple, que j'ai mis en place dans l'exposition, c'est quelque chose que j'avais rapporté des UH, des universités d'été, des euroméditerranéennes, des homosexualités. Il y a des choses, des ferries que je vais ramener dans les prochaines expositions, et qui seront aussi en termes d'architecture, mais à la fois, il ne faut pas que je sois dans l'appropriation, à la fois, je ne peux pas non plus coller des choses qui vivent dans un espace complètement extérieur, dans le monde réel, en pensant que ça va tilter comme ça. Voilà. Parce que je parle d'espace parce que je pense qu'on va peut-être un petit peu conclure en quelque sorte cette table ronde, puisqu'il est déjà 7h20 et qu'après je voudrais qu'on laisse la parole peut-être au public. Je pense que c'est important effectivement de questionner ces espaces, ces possibilités, et de réinventer des espaces qui puissent justement faire rentrer d'autres corps que ceux qui sont normalement en quelque sorte acceptés. Et je pense à justement de nombreux artistes de la scène contemporaine, des artistes plasticiens, qui ont tenté de réinventer ces espaces-là. Je voudrais juste en citer un, puisque ce sont des artistes sur lesquels j'ai un petit peu travaillé. Engrid et Draxet, Michael Engrid et Ingar Draxet, c'est un duo scandinave qui, justement, pendant, ça fait peut-être une petite vingtaine d'années qu'ils explorent ces différents types d'espaces, ces différents types de structures, et tentent de réinventer en quelque sorte des formes assez convenues, comme par exemple, évidemment, le lieu des toilettes. On en parlait tout à l'heure, qui est un lieu éminemment intime, mais aussi éminemment sexuel. Et donc il y a eu toute une histoire des urinoirs au Vespasien au XIXe siècle, qui était le lieu de drague, gay en particulier, et que ces artistes ont réinventé récemment dans une installation contemporaine, pour essayer de montrer évidemment qu'il y a à la fois des structures, des espaces, des modes, des pratiques, des modes de pensée, des pratiques, et que ces pratiques peuvent être réinvesties par l'art, et justement être détournées et subverties. Et il y a aussi donc le cruising, qui est un autre lieu évidemment de la drague, qui a fait l'objet de nombreux projets de leur part, et qui permettait de voir comment finalement, dans un espace qui paraît assez simple, un espace public, un espace du tout venant, il y a d'autres sensibilités, d'autres imaginaires qui se créent à partir du moment où on les regarde, où on les voit, et ces artistes ont tenté justement de montrer, de pointer du doigt, par exemple, certains espaces du Tiergarten, le fameux jardin, parc plutôt, berlinois, qui est un parc évidemment qui est un parc qu'on traverse, qui est aussi un parc nudiste et qui est aussi un parc de drague. Donc ce qui est important aussi, c'est de voir, je pense que ce sont les arts qui nous permettent cela, de voir des choses qu'on ne voit pas. Et de tenter en tout cas ce que les artistes font, et j'imagine que vous aussi vous le faites, tenter de réinvestir ces espaces du quotidien pour leur redonner une sorte de sensibilité, une sorte de puissance de l'imaginaire pour le public. Et en parlant du public, justement, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions, ou du moins est-ce que vous souhaiteriez justement apporter votre pierre à l'édifice de ces réflexions sur les identités queer et les pratiques artistiques? Merci beaucoup, moi ça m'a mis vraiment en appétit, et j'aimerais beaucoup voir les photographies, je ne sais pas s'ils sont apportées ce soir. J'aimerais beaucoup partir en forêt aussi pour voir ce qui se passe et ce qui se dit. Je trouve ça très excitant. Voilà, pour l'esprit, et j'aimerais bien écouter de la musique ou participer à une de tes soirées. Donc est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments concrets pour vous retrouver tous les trois dans votre élément, dans votre milieu naturel? C'était la première chose. Et puis, alors au tout début, moi, le mot queer, ça m'a fait penser à un autre mot qui a
certaines affinités, c'est le mot baroque. Parce que le mot baroque, au départ, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mot qui vient du portugais et qui signifie en joaillerie une perle qui a des formes irrégulières. Et ensuite, ce mot a été utilisé pour critiquer ce qui était perçu comme bizarre par les partisans du classicisme et de la ligne droite et de la régularité, etc. Et aujourd'hui, on peut apprendre dans les conservatoires la musique baroque. Et ça n'a plus rien de baroque dans la manière dont c'est enseigné, c'est au contraire très classique. Mais bon, enfin voilà, c'est une réflexion personnelle. Et la dernière chose, c'est vous parlez de certaines soirées où il y avait un esprit de liberté, on pouvait expérimenter des choses. Moi, j'ai participé à des soirées à Lyon qui s'appelaient les soirées Freaks, où il y avait une certaine liberté d'expression de sa sexualité, de son... Ça devenait un peu... pardon, conventionnel. Voilà, il y avait aussi dans ce milieu-là une certaine convention. Ça ne correspondait plus à ce que moi j'attendais, à ce que je cherchais. Je cherchais un espace de liberté, d'anticonformisme, et finalement, même dans ces soirées-là, il y a aussi beaucoup de conformisme. On a des soirées qui se disent queer, qui sont à 20 € l'entrée, ce qui est inacceptable, avec des boissons à 10 €, ce qui est inacceptable, avec un public qui est composé à 90% d'hommes blancs, c'est inacceptable. Et en fait, tout ça n'est pas queer. Finalement, en fait, on est dans des soirées gays classiques qui utilisent le terme queer pour se faire en fait un objet de commerce, voilà, qui sont tenus par des hommes, enfin des commerces tenus par des hommes hétérosexuels qui voient juste que des hommes gays, ça consomme pas, c'est pratique. Et voilà, en fait. Les soirées queer à Lyon, ça a existé. J'ai fait partie de l'organisation de gender au tout début. C'était des soirées qui, à l'époque, on ne disait pas queer, on disait trans et liquide. C'était chouette. Les soirées d'Alain Biboul, Maximum, et souvent c'était prix libre. Il y a encore présentement, il y avait les Genital Panic, qui étaient des super soirées. J'ai pas. Comment? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi Gaz de Magalation que j'ai pas encore essayé, qui a l'air très chouette aussi. Et voilà. Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment questionner ces espaces-là. Et en fait, pour moi, c'était important de dire qu'en fait, enfin, je dirais jamais que mon travail est queer. Je dirais jamais que je suis queer, parce que je ne le suis pas. J'aimerais bien que les soirées fassent de même, en fait. Pour revenir sur ce que vous deux disiez, enfin, je ne veux pas trop répéter, mais pour moi, le fait d'arriver à un certain moment où même l'expérience queer devient un peu répétitive, conventionnelle, etc., ça dépend aussi du fait. Enfin, pour moi, c'est pas lié au queer, pour moi, c'est lié à l'humain. Dès que tu mets 5 humains à faire la même chose pendant 2 ans, ils feront la même chose. C'est pour ça que même dans des... je prends l'exemple dans des séries télévisées ou dans les comédies, etc., on a le bon réflexe de prendre de nouvelles odeurs à chaque série. Comme ça, en fait, il y a toujours quelque chose de nouveau, un regard nouveau qui arrive. C'est toujours les mêmes gens qui organisent une soirée et qui ne vont pas forcément vouloir changer. Même, c'est des gens avec des limites humaines, avec un seul cerveau, une seule tête, une seule expérience. C'est normal qu'au final, on finit pour s'aimer. Pour moi, le pire, au final, c'est un parcours. Il ne faut jamais arrêter de chercher, d'expérimenter et de bouger à droite et à gauche pour chercher ce qui est à soi. Au final, voilà, on ne pourra jamais se dire j'ai trouvé le paradis pour moi, parce qu'au final, c'est un raisonnement aussi de vouloir s'ouvrir. On s'ouvre plus et plus et plus, et au final, on est toujours en mouvement. Donc on ne trouvera jamais un endroit où on sera bien du début à la fin, pour toujours, parce qu'on est humain et on a besoin d'être challengé, d'être défié intellectuellement et physiquement. Les drags sont queer. Les drags sont queer. Oui, mais je ne vais pas trop m'aventurer sur le point. Donc toutes les drags sont queer. Ah, excusez-moi. Alors, une question. Parce que les drags n'ont pas grand-chose à dire. Alors, je pense que toutes les drags sont queer. Mais je pense qu'on est aussi un peu mis dans ce parapluie, dans ce qu'on disait, un peu dans ce grand sac du queer, puisque enfin, par définition, on est un peu quelque chose qui sort un peu des lignes, qui n'est pas ce bâton droit, ce bâton oblique, et on est vraiment bizarre en fait. C'est un peu la première chose qu'on nous dit quand on sort dans la rue, quand on nous voit, où on a toujours un peu
surpris. Et donc je pense que par définition, nous sommes queer, si tant est que le queer a une définition particulière. Je pense qu'à la base, toutes les drag queens sont queer, mais certaines drag queens deviennent conventionnelles. Est-ce qu'elles restent queer quand elles le deviennent? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre le queer et la convention, et que toute chose puisse devenir conventionnelle à partir de ce moment-là, la substance queer se dilue et s'efface? C'est ce qu'on disait effectivement quand on reproduit.